Salut, je m'appelle Sarah. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Nelly qui s'intitule Ma mère nous a quittés, papa et moi, quand j'avais 7 ans. Elle a disparu pendant 21 ans. Et un jour, elle a frappé à ma porte, avec mon demi-frère pourri gâté, réclamant 75 000 € pour ses études. Il a ajouté, j'ai aussi besoin d'une voiture et d'un nouveau téléphone. Alors, j'ai passé un seul coup de fil. Allons-y. Je m'appelle Nelly, j'ai 28 ans, et je suis programmeuse dans une jeune entreprise informatique à Lyon. Mais pour en arriver là, le chemin a été long. Quand j'avais 7 ans, ma mère est partie. Elle s'appelait Lorraine. Elle nous a laissés, papa et moi, Robert, pour un autre homme. Comme ça, du jour au lendemain. Un soir elle était là, le lendemain elle faisait ses valises. Le divorce a été rapide et cruel. Ma mère a dit au juge qu'elle ne voulait pas m'élever. Que je devais rester avec mon père. Elle ne voulait ni garde, ni droit de visite. Elle voulait juste partir. Papa aurait pu demander une pension alimentaire. N'importe quel avocat lui aurait conseillé de le faire. Mais il a refusé par fierté, je suppose. Il pensait qu'il s'en sortirait seul. Et il s'en est sorti à peine. Après le divorce, ma mère a disparu. Elle a déménagé dans une autre région, s'est remariée et a eu un fils, Étienne. J'ai appris tout ça grâce à ma tante, la sœur aînée de ma mère. Elle, au moins, désapprouvait ce que sa sœur avait fait. Elle restait en contact avec papa et moi. Elle a toujours été gentille avec nous. Ma mère, elle, ne téléphonait jamais, ne venait jamais. Chaque année, je recevais juste une carte d'anniversaire par la poste. Quelques mots à l'intérieur. J'espère que tu vas bien. Je t'embrasse. Maman. Des mots creux. Je savais qu'elle faisait semblant, qu'elle jouait la mère de façade. Mon père tenait un petit restaurant routier. Ça rapportait à peine de quoi vivre. Les bons jours, après avoir payé les produits, les factures et les employés, il lui restait 150 €, parfois moins. On était toujours en retard de loyer, toujours à compter les sous. Je mangeais souvent au restaurant. Ce que les clients laissaient dans leurs assiettes, c'était notre repas. Papa faisait pareil. On ne pouvait pas se permettre de jeter quoi que ce soit ni d'aller faire les courses comme tout le monde. À 13 ans, j'ai commencé à travailler. D'abord comme baby-sitter dans le quartier. Puis dans une supérette, à ranger les rayons. Chaque centime que je gagnais, je le donnais à papa pour le loyer ou l'électricité. À 14 ans, ma tante a changé ma vie. Elle m'a offert un ordinateur portable, un vrai beau modèle. Et elle a payé pour que je prenne des cours de programmation. J'étais douée, vraiment douée. J'adorais la logique du code, cette façon qu'a tout de s'expliquer quand on en comprend les règles. Papa m'encourageait. Il répétait toujours qu'aucune connaissance n'était inutile. Alors j'ai rejoint le club d'informatique au collège. Je passais tout mon temps libre à coder. Au lycée, j'ai travaillé dur, vraiment dur. J'ai décroché une bourse complète pour étudier l'informatique à l'université de l'État. Tout était payé. C'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je suis restée vivre avec mon père pour économiser le logement. Mais il fallait encore payer les livres et la nourriture, alors j'ai trouvé un boulot. Serveuse dans le resto du campus la journée. Et le soir, je faisais du freelance, je créais des programmes pour des clients en ligne. Je me levais à 5 heures du matin et je me couchais après minuit. Je comptais chaque centime. Pendant que les autres étudiants sortaient et s'amusaient, moi, je travaillais. Après mon diplôme, j'ai reçu une offre d'emploi de la start-up avec laquelle j'avais déjà collaboré. Elle était basée à Lyon, alors j'ai déménagé, pour la première fois, loin de papa. L'argent était bon, meilleur que tout ce que j'avais imaginé. Quand j'ai reçu mon premier salaire et que j'ai compris que je pouvais payer mon loyer et qu'il me restait encore de quoi vivre, j'en ai pleuré. Je suis allée faire les magasins. Je me suis acheté des vêtements neufs, à la mode, pas des articles soldés en fin de série. J'ai fait les courses sans regarder les étiquettes. Je suis sortie dîner en semaine, pas seulement les jours de fête. C'était irréel. Dès que ma situation s'est stabilisée, j'ai commencé à envoyer 1 000 € par mois à papa. Je l'ai aidé à rembourser les dettes du restaurant, à réparer le toit quand il fuyait. Je lui ai offert une voiture neuve quand l'ancienne a rendu l'âme. Et un frigo tout neuf pour le restaurant. 5 ans plus tard, quelque chose d'incroyable s'est produit. La start-up a explosé. J'y avais investi 10 000 € de mes économies au tout début. Quand l'entreprise a cartonné, cet investissement s'est transformé en 300 000 €. J'étais sous le choc. Je suis restée assise devant mon écran, incapable de croire à ce que je voyais. J'ai acheté un appartement au centre de Lyon. Avec un gros apport et un prêt immobilier. Je l'ai entièrement meublé, tout était neuf, tout m'appartenait.
J'ai envoyé 30 000 € à mon père pour solder un prêt qu'il avait pris pour le restaurant. Quand on s'est vu en visio après le virement, il a pleuré. Il m'a dit qu'il était fier de moi. J'avais réussi. Après tout ce qu'on avait traversé, j'avais enfin réussi. Un soir d'octobre, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert, et je suis restée figée. C'était ma mère. Je ne l'avais pas vue depuis 21 ans. Elle se tenait là, avec un grand adolescent à côté d'elle, mince, scotché à son téléphone. « Nelly » a-t-elle dit avec un sourire. « Surprise !» Je l'ai regardée sans un mot. « Voici Étienne, ton frère. » Le garçon a à peine levé les yeux de son téléphone. Il a marmonné un vague bonjour. « Comment tu m'as trouvé ?» ai-je demandé. « Ta tante m'a donné ton adresse. Je voulais te revoir. On vient de s'installer à Lyon, alors je me suis dit que ce serait bien d'être plus près de toi. » Je ne savais pas quoi dire. J'ai simplement reculé pour les laisser entrer. Nous nous sommes installés dans le salon. Ma mère regardait partout autour d'elle, les meubles, la déco, la vue depuis la fenêtre. « Tu as tellement bien réussi » a-t-elle dit. « Je suis si fière de toi. Tu m'as tellement manqué. » J'ai hoché la tête. Je ne croyais pas un mot de ce qu'elle disait. Elle a continué à parler, enchaînant les phrases vides, qu'elle pensait souvent à moi, qu'elle voulait renouer le contact, que la famille, c'était ce qu'il y avait de plus important. Puis, elle est enfin arrivée au vrai sujet. « Étienne va bientôt entrer à l'université » a-t-elle dit. « Il veut étudier l'informatique comme toi. Les frais s'élèvent à 75 000 €. On aurait besoin de ton aide, environ 3 500 € par mois. » J'ai eu l'impression qu'on m'avait frappé en plein ventre. Avant même que je puisse répondre, Étienne a levé les yeux de son téléphone. « Ton appart est un peu petit pour quelqu'un qui gagne bien sa vie » a-t-il lancé. « Et ta voiture est nulle. Tu vis un peu tristement, non ?» Je l'ai fixé, choqué. Il disait ça comme si c'était une évidence. Comme si je devais lui justifier ma manière de vivre. « J'ai besoin de temps pour réfléchir » ai-je simplement dit. Ma mère a souri. « Bien sûr, prends tout le temps qu'il te faut. » Ils sont partis quelques minutes plus tard. Je suis restée longtemps assise sur mon canapé, incapable de digérer ce qui venait d'arriver. 21 ans de silence, et maintenant ça. J'ai appelé papa. Elle est venue, ai-je dit. Maman est venue chez moi. Silence à l'autre bout. Puis il a répondu calmement. Qu'est-ce qu'elle voulait? De l'argent pour les études d'Étienne. 75 000 €. Il a marqué une pause. C'est à toi de décider, a-t-il dit d'une voix posée. Si tu veux les aider ou non. Si tu veux qu'elle fasse partie de ta vie. Je ne te dirai pas quoi faire. J'ai apprécié sa neutralité. Il ne me jugeait pas. Après avoir raccroché, j'ai appelé ma tante. Pourquoi tu lui as donné mon adresse? Ai-je demandé. Oh, ma chérie, a-t-elle répondu d'une voix hésitante. Ta mère m'a appelé, elle disait qu'elle voulait te revoir, se faire pardonner. J'ai cru qu'elle avait changé. Je suis désolée si j'ai fait une erreur. Ce n'est pas grave, ai-je dit. Je ne t'en veux pas. Et c'était vrai. Ma tante avait toujours été bonne avec moi. Elle pensait bien faire. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Bonjour, ma chérie, a-t-elle dit d'un ton doux. Tu as réfléchi à ce qu'on a dit? J'y pense encore, ai-je répondu. Ne traîne pas trop, a-t-elle ajouté sèchement. Étienne doit savoir rapidement. Elle a raccroché avant même que je puisse parler. Le soir même, ma tante m'a envoyé un message avec un lien. Va voir la page de ta mère. Il faut que tu vois ça. J'ai cliqué. C'était son profil sur les réseaux sociaux. Le post datait d'il y a 2 heures. Tellement heureuse d'avoir enfin retrouvé ma fille. Son père nous a séparés pendant des années, mais nous sommes à nouveau réunis. Elle est devenue une programmeuse talentueuse et a accepté d'aider son petit frère à aller à l'université. Je suis si fière de mes 2 enfants. La famille, c'est tout ce qui compte. J'ai relu le message 3 fois. Mes mains tremblaient. Elle mentait sur toute la ligne. Papa ne nous avait jamais séparés. C'est elle qui m'avait abandonnée. Et je n'avais jamais promis d'aider Étienne. Mais maintenant, elle l'avait écrit publiquement. Devant tout le monde. Je l'ai appelé aussitôt. Supprime ce poste tout de suite, ai-je ordonné. Celui où tu mens sur papa et sur moi. Je ne crois pas que je vais le faire, a-t-elle répondu froidement. Tu vois, maintenant tout le monde sait que tu as accepté. Tous mes amis, toute la famille. Si tu changes d'avis, tu passeras pour une menteuse. Je n'en revenais pas. Puis j'ai entendu la voix d'Étienne en arrière-plan. Il a pris le téléphone. Tant que TY, j'aurais aussi besoin d'une voiture correcte, dans les 35 000 €, et d'un nouveau téléphone, le dernier modèle, environ 1 200 €. Je suis restée sans voix.
En plus des 75 000 € pour la fac, a-t-il ajouté, tu peux te le permettre, non? Non, ai-je dit. Absolument pas. Tu es égoïste, a crié ma mère en reprenant le téléphone. Tu as tout cet argent et tu ne veux pas aider ta propre famille. Tu m'as abandonné. Ai-je hurlé? J'avais 7 ans. Tu as dit que tu ne voulais pas de moi. Tu n'as jamais appelé. Jamais visité. Et maintenant tu viens mendier de l'argent? Tout ça c'est du passé, a-t-elle répliqué froidement. Tu devrais tourner la page. Tu n'es pas ma famille, ai-je dit calmement. Tu n'es qu'une étrangère. Tu vas le regretter, a-t-elle soufflé d'une voix glaciale. Je te le promets. Elle a raccroché. Je l'ai bloqué immédiatement. Les jours ont passé. Je croyais que tout était terminé. Jusqu'à ce que mon directeur m'appelle dans son bureau. Nelly, il faut qu'on parle, m'a-t-il dit, l'air embarrassé. Une femme est venue me voir hier. Elle disait être ta mère. Mon cœur s'est serré. Elle pleurait, a-t-il poursuivi. Elle m'a raconté que tu refusais d'aider ton frère pour ses études. Elle voulait que je te convainque. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Ai-je demandé. Je lui ai dit de partir. Ce n'est pas un centre familial ici, c'est un lieu de travail. Je l'ai remerciée, furieuse à l'intérieur. Elle était venue jusque sur mon lieu de travail. Les jours suivants, elle a recommencé à m'écrire. J'avais dû la débloquer par erreur, et les messages se sont enchaînés. S'il te plaît Nelly, ton frère a besoin de toi. Tu es sa seule chance d'avoir une belle vie. Si tu refuses, tout le monde saura quel genre de personne tu es. Je n'ai rien répondu. Une semaine plus tard, on a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas. Ma mère et Étienne. J'ai failli ne pas ouvrir. Mais je me suis dit que je devais en finir une bonne fois pour toutes, poser des limites claires, leur dire de me laisser tranquille. J'ai ouvert. Coucou ma chérie, a dit ma mère avec un grand sourire comme si de rien n'était. On peut entrer? Contre toute logique, j'ai dit oui. Nous nous sommes installés dans le salon. Cette fois, ma mère n'a pas parlé d'argent. Elle a discuté du temps, de la ville, de la vue depuis mes fenêtres, de la décoration. Fais-nous un peu de thé s'il te plaît, a-t-elle demandé. Je suis allée à la cuisine préparer du thé et quelques sandwichs. J'y suis restée à peine 5 minutes. Quand je suis revenue, Étienne était assis à mon bureau. Mon ordinateur portable était ouvert devant lui. J'ai accouru et l'ai arraché de ses mains. Qu'est-ce que tu fais? Rien, a-t-il dit, l'air innocent. Je regardais juste. Dehors, ai-je ordonné. Tous les deux. Tout de suite. Ils sont partis, vexés, en feignant d'être blessés. Quand la porte s'est refermée, je me suis assise à mon bureau. Quelque chose clochait. J'ai lancé un scan complet de mon ordinateur. 20 minutes plus tard, les résultats m'ont glacé le sang. Un enregistreur de frappe était installé. Un logiciel espion qui captait tout ce que je tapais, mots de passe, accès bancaire, email. Et il avait été installé 10 minutes plus tôt, pile au moment où Étienne était à mon bureau. Je suis programmeuse. Traquer les logiciels malveillants, c'est littéralement mon métier. J'ai trouvé chaque trace du programme, je l'ai supprimé, puis j'ai changé tous mes mots de passe. Banque, messagerie, compte en ligne, tout. J'aurais dû appeler la police immédiatement. Mais à la place, j'ai appelé mon avocat, maître Julien Arnaud, celui qui m'avait aidé à acheter mon appartement. J'ai besoin de déposer une demande d'ordonnance de protection, lui ai-je dit. Racontez-moi tout, a-t-il répondu. Alors j'ai tout expliqué. Julien a été rapide. En 2 jours, tout le dossier était prêt. Je lui ai remis le rapport de mon ordinateur, les preuves de l'installation du logiciel, les horodatages, tout. Et j'ai ajouté les captures d'écran des messages de ma mère, les demandes d'argent, les menaces, les mensonges sur mon père. C'est largement suffisant, a-t-il dit. On a des preuves claires de tentatives d'escroquerie et de harcèlement. L'audience a été fixée 3 semaines plus tard. Le jour venu, Julien a tout présenté. L'analyse technique, les messages, la chronologie. Le juge a écouté attentivement, puis a regardé ma mère et Étienne, assis de l'autre côté, avec leur avocat. C'est grave, a déclaré le juge. Installer un logiciel espion pour accéder à des informations bancaires, c'est un délit. L'avocat de ma mère a tenté de plaider le malentendu. Qu'Étienne était jeune, qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Il a 18 ans, a tranché le juge. C'est un adulte. L'ordonnance de protection a été prononcée. Permanente. Ma mère et Étienne n'avaient plus le droit de m'approcher ni de me contacter. Ils devaient rester à 150 mètres minimum de mon domicile et de mon lieu de travail. Un immense soulagement. Je pensais que c'était enfin terminé. Quelques jours plus tard, au travail, j'ai reçu une notification de ma banque.
Tentative de virement bloquée, authentification à 2 facteurs requise. J'ai ouvert mon application. Quelqu'un avait essayé de transférer 15 000 € depuis mon compte. Heureusement, la sécurité avait stoppé l'opération. J'ai immédiatement appelé Julien. Ils ont essayé de voler de l'argent sur mon compte il y a 15 minutes. Ne touchez à rien, m'a-t-il dit. Je dépose plainte tout de suite. La police a mené l'enquête. Ils ont retrouvé l'adresse IP d'où venait la tentative. Il leur a fallu moins d'une semaine. C'était l'ordinateur de ma mère. Le policier m'a appelé pour m'en informer. Nous avons assez de preuves pour porter plainte, a-t-il dit. Il s'agit d'une tentative de fraude, au-delà de l'ordonnance de protection. Elle risque la probation, voire la prison selon la décision du tribunal. J'ai remercié le policier et raccroché. Une partie de moi se sentait coupable, c'était ma mère après tout. Mais je me suis souvenu de son abandon, de ses mensonges, de la manipulation et de cette tentative de vol. Elle avait provoqué tout ça. Quelques mois ont passé. Ma mère a écopé de probation, sans prison, mais avec un casier judiciaire. Étienne n'est jamais allé à l'université. Et d'après ma tante, ils ont quitté Lyon. Personne ne savait où. Je m'en fichais. Je voulais juste qu'ils disparaissent de ma vie. J'ai pris quelques semaines de repos. J'avais besoin de souffler, de retrouver mon équilibre. Je suis rentrée dans ma ville natale, chez papa. Son restaurant routier marchait bien maintenant. Vraiment bien. L'argent que je lui avais envoyé au fil des années avait tout changé. Il avait remboursé ses dettes, réparé les équipements, modernisé la cuisine. Il faisait enfin du bénéfice. On dînait ensemble tous les soirs. On parlait de tout, mon travail, sa vie, le passé. Un soir, il m'a dit « Je suis fier de toi, Nelly. Pour tout. Pour la façon dont tu as géré ta mère. » J'ai aussi rendu visite à ma tante, qui vivait à 1 heure de route. On a bu un café dans sa cuisine. Elle avait l'air fatiguée. « Il faut que je te dise quelque chose, m'a-t-elle confié. Ta mère m'a appelé il y a quelques mois, avant tous ses ennuis avec la justice. Elle disait qu'elle était malade, qu'elle avait besoin de 10 000 € pour des soins médicaux. Mon estomac s'est noué. Je les lui ai donnés, a continué ma tante. Je me sentais coupable, c'est ma sœur après tout. Laisse-moi deviner, ai-je dit. Elle n'était pas vraiment malade. Ma tante a hoché la tête. Après tout ce qui t'est arrivé, je lui ai demandé la vérité. Elle a avoué. Elle avait menti. Elle voulait l'argent pour autre chose, sans dire quoi. Et elle t'a remboursé? Ai-je demandé. Non. Et quand je le lui ai demandé, elle m'a bloqué. Silence. J'ai serré la main de ma tante. Et je me suis promis une chose. Plus jamais je ne laisserai ces deux-là revenir dans ma vie. J'ai tendu la main par-dessus la table et pris celle de ma tante. Je suis désolée, ai-je murmuré. Ne le sois pas, a-t-elle répondu doucement. J'aurais dû me méfier. Mais à cause de ce qu'elle m'a fait, j'ai pris une décision. Elle s'est levée, est allée jusqu'à un tiroir et en a sorti quelques papiers. Elle les a posés devant moi. J'ai demandé à mon notaire de rédiger un nouveau testament, m'a-t-elle dit. Tout ce que je possède te reviendra à ma mort, la maison, mes économies, tout. Pas à ta mère, pas à Étienne. Juste à toi. Tu es la seule vraie famille qui me reste. Je l'ai prise dans mes bras. Nous avons pleuré toutes les deux un peu. Quand je suis rentrée à Lyon, j'ai décidé de consulter une thérapeute. Cela faisait longtemps que j'y pensais. Je me suis enfin décidée. Elle s'appelait Docteur Martinez, la cinquantaine, posée, bienveillante, professionnelle. On a parlé de ma mère, de son abandon, de tout ce que ça avait créé en moi, et des événements récents. Je la voyais chaque semaine. Peu à peu, les choses se sont apaisées. Je ne me sentais plus coupable d'avoir coupé les ponts. Je ne me demandais plus si j'aurais pu agir autrement. Et j'ai commencé à penser à l'avenir. À ce que je voulais faire de ma vie, et de mon argent. Financièrement, j'étais à l'aise. Très à l'aise même. Mes investissements portaient leurs fruits, mon travail me rapportait bien. Alors, j'ai voulu redonner. J'ai trouvé une fondation qui aidait des enfants de milieux modestes, bourses d'études, accompagnement, mentorat. Des jeunes comme moi, autrefois. J'ai fait un don de 50 000 €. Quand la directrice de la fondation m'a appelé pour me remercier, je lui ai dit. Je comprends ces enfants. J'ai été à leur place. À compter chaque centime, à cumuler les petits boulots, à douter qu'on puisse s'en sortir. C'est incroyable, m'a-t-elle répondu. Vous changez des vies. Quelqu'un m'a aidé, moi aussi, ai-je dit. Ma tante m'a offert un ordinateur et payé mes premiers cours d'informatique. Ça a tout changé. Maintenant, c'est à mon tour d'aider les autres.
Mon père venait me voir plus souvent à Lyon. Une fois par mois, il montait en voiture, passait le week-end chez moi. On dînait ensemble, on se promenait, on profitait simplement. Ma tante, elle, m'appelait régulièrement. On pouvait parler des heures de tout et de rien. Eux, c'était ma vraie famille. Pas ma mère. Pas Étienne. Je n'avais aucune idée de ce que devenaient ma mère et Étienne, et ça m'allait très bien. La vie a repris un rythme calme et doux. Mon travail se passait bien. Je dirigeais un nouveau projet dans ma start-up, développer un logiciel pour un grand client. C'était stimulant et j'avais une excellente équipe. Je continuais mes séances avec la docteure Martinez. On avait dépassé les blessures du passé pour se concentrer sur l'avenir. Construire des relations saines, poser des limites, vivre mieux. Je continuais aussi d'investir dans des start-up. Certaines échouaient, d'autres réussissaient. Mon portefeuille grandissait tranquillement. Je n'étais pas riche mais confortable. Et pour la première fois, je n'avais plus besoin de plus. Pas d'appartement plus grand. Pas de voiture de luxe. J'avais tout ce qu'il me fallait. Alors, j'ai décidé de donner encore. J'ai recontacté la même fondation. Je voudrais mettre en place un don mensuel, ai-je dit à la directrice. Quelque chose de régulier, pas juste ponctuel. C'est formidable, m'a-t-elle répondu. Quel montant aviez-vous en tête? 5 000 € par mois. Chaque trimestre, je recevais des nouvelles. Des photos d'étudiants diplômés, d'enfants devenus ingénieurs, enseignants, entrepreneurs. Des jeunes qui avaient brisé le cycle de la pauvreté. Et ça faisait du bien. Vraiment. Au printemps, mon père est revenu me voir. Cette fois, il est resté toute une semaine. Le restaurant marche du tonnerre, m'a-t-il dit un soir. La meilleure année depuis toujours. Tu le mérites, papa. Après tout ce que tu as vécu. Je pense à la retraite, a-t-il ajouté. Vendre le restaurant, lever un peu le pied. Peut-être venir vivre ici, près de toi. J'aimerais beaucoup ça, ai-je dit. Et c'était vrai. L'été suivant, la santé de ma tante a commencé à décliner. Rien de grave, juste les années. Elle avait 72 ans. Je prenais l'avion chaque mois pour passer le week-end avec elle. Toujours les mêmes rituels, le café dans sa cuisine, les longues discussions. Je suis heureuse que tu t'en sortes si bien, m'a-t-elle dit un jour. Ta mère, elle, n'a jamais compris la chance qu'elle avait. Elle a gâché une fille extraordinaire. J'ai toi et papa, ai-je répondu. C'est tout ce qu'il me faut. Je ne serai pas là éternellement, a-t-elle murmuré. Mais je suis contente d'avoir pu te voir heureuse, épanouie. Ne dis pas ça. Tu as encore de belles années devant toi. Elle a souri. Peut-être. Mais quand je partirai, tu seras à l'abri. Tout est prévu. Je sais, ai-je dit doucement. Merci. Cet automne-là, mon entreprise m'a proposé une promotion. Directrice technique. Une belle augmentation, plus de responsabilités. J'ai accepté sans hésiter. Mon équipe m'a organisé une soirée pour fêter ça dans un petit bar. On a ri, trinqué, parlé des prochains défis. Tu l'as mérité, m'a dit Sarah, ma collègue. Tu travailles plus dur que tout le monde. J'ai appris très tôt qu'il ne faut jamais rien attendre de facile, ai-je répondu. Eh bien, tu rends ça facile maintenant, a-t-elle souri. Quand l'année s'est achevée, je me suis arrêtée un moment pour réfléchir. L'arrivée de ma mère dans ma vie avait été un cauchemar au début. Les manipulations, les mensonges, les tentatives de vol. Mais d'une certaine manière, tout ça avait été une libération. Le point final d'une histoire que je traînais depuis trop longtemps. J'avais enfin fait la paix avec cette blessure d'abandon qui m'avait suivi toute ma vie. J'avais posé des limites claires, appris à me protéger et surtout, j'étais devenue plus forte. Je n'avais toujours aucune idée d'où se trouvaient ma mère et Étienne. J'avais entendu par quelques connaissances qu'ils étaient partis vivre quelque part dans le sud. Mais je n'en savais pas plus. Et honnêtement, je m'en fichais. Ils étaient sortis de ma vie, définitivement. Ma vraie famille, c'était mon père et ma tante. Les deux seules personnes qui avaient toujours été là. Ceux qui m'avaient soutenu, aimé, sans rien attendre en retour. Je continuais ma thérapie. À chaque séance, j'en apprenais un peu plus sur moi-même. La docteure Martinez m'aidait à comprendre que ma valeur ne dépendait ni de mon travail, ni de mon succès. Que j'étais suffisante simplement parce que j'étais moi. C'était une leçon difficile à accepter, après une vie entière passée à vouloir prouver ma valeur. La fondation, elle, continuait de m'envoyer des nouvelles. Des histoires de réussite, des vies transformées. Je pensais souvent à ces enfants. À quel point un petit geste au bon moment pouvait tout changer. Quand j'avais 14 ans, ma tante m'avait offert un ordinateur portable et payé mes premiers cours de programmation. Ce simple acte de générosité avait tout déclenché.
C'était le point de départ de tout ce que j'étais devenue. Aujourd'hui, je voulais être cette personne-là pour d'autres enfants. Celle qui tend la main, celle qui donne une chance. Mes investissements continuaient de bien se porter. J'étais financièrement en sécurité, probablement pour la vie, tant que je restais raisonnable. Mais l'argent n'avait jamais été mon objectif. Ce que je cherchais, c'était la sécurité. La liberté. Le pouvoir d'aider ceux que j'aime. Et j'avais réussi tout ça. Un soir de décembre, je me suis assise près de la fenêtre de mon appartement à Lyon. La ville scintillait dehors. Et, pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose que je croyais perdu. La paix. Ma vie m'appartenait. Mes choix m'appartenaient. Mon avenir aussi. Et personne, ni ma mère ni qui que ce soit, ne me reprendrait jamais ça.